Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez complexe. Les tensions récentes Iran-Israël, l'escalade cyber qui va avec, et puis surtout, comment ça se répercute de façon parfois surprenante jusqu'au Sahel, en Afrique, et même sur l'énergie mondiale. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses. Des analyses de la Fondation Jean Jaurès, de Radware pour le côté cyber, Insecurity Insight aussi pour le suivi des opinions, et puis des articles de presse. Oui, des sources variées. L'idée, c'est vraiment d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir les liens. Bon, on commence par quoi ? Peut-être le conflit direct. Les frappes de juin 2025, c'était quand même une étape. Ah oui, clairement une escalade. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point le cyber est devenu central. On a vu Israël, via ce groupe Gonjeshke d'Arandé, viser des cibles financières iraniennes importantes. La banque SEPA, Nobitex, c'est ça, hein ? Exactement. Avec des conséquences très concrètes. Des pannes, même des vols d'actifs apparemment. Donc l'impact est réel, pas juste symbolique. Et la réponse iranienne ? Elle est là aussi. Beaucoup de désinformation, des fausses alertes pour créer la panique en Israël, et puis les classiques attaques des DOS pour paralyser les sites. Radware parle vraiment d'une explosion d'activisme, surtout pro-iranien. C'est devenu un vrai champ de bataille parallèle en fait. Tout à fait. Et tout ça, ça se passe alors que, sur le plan diplomatique, c'est hyper tendu autour du nucléaire iranien. Les négociations avec Washington, ça patine sérieusement. La Fondation Jean Jaurès souligne cet équilibre très précaire. Entre diplomatie et menace militaire. Voilà. La menace militaire est plus crédible maintenant, forcément. Et puis, il y a des échéances qui arrivent vite. Le fameux mécanisme snapback, cette possibilité de remettre les sanctions ONU d'un coup, ça expire en octobre 2025. Ah oui, c'est étonnant ça. C'est très proche. Donc il faut une décision. Et en plus, on attend un rapport clé de l'AEA, l'Agence de l'énergie atomique, s'il confirme que l'Iran est proche de la capacité nucléaire militaire, donc ça va encore tendre les choses. C'est fou comme tout est lié. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les échos de tout ça là où on s'y attendrait moins. Au Sahel, par exemple. Insecurity Insight montre une montée spectaculaire de la méfiance envers les acteurs internationaux. Oui, c'est très net. Prenez le Niger. Quand le CICR, la Croix-Rouge, quand même, a été expulsé en juin, sur les réseaux sociaux, c'était violent. Des accusations directes d'être complice du terrorisme. J'ai vu passer des commentaires du genre « ce machin de Croix-Rouge, c'est elle-même le terroriste ». C'est fort. C'est très fort. Et symptomatique d'un climat. Et c'est pas un cas isolé, hein. Au Burkina Faso, pareil. La nomination d'une représentante de l'UNICEF. L'UNICEF, quoi. D'habitude, c'est plutôt respecté pour travailler avec les enfants. Et ben là, une vague de critiques, des accusations de néocolonialisme, des attaques personnelles, misogynes, racialisées. Oui, on remet en cause sa légitimité sur des bases identitaires. Comment on explique ça ? Cette hostilité même envers l'UNICEF ? C'est ça qui est, disons, nouveau, ou en tout cas qui s'intensifie. Ce n'est plus juste une critique, c'est une érosion vraiment rapide et générale de la confiance envers tous les acteurs internationaux. D'accord. Ils sont de plus en plus vus, à tort ou à raison, comme n'étant plus neutres, comme des instruments d'influence. Et ça colle avec les discours sur la souveraineté qu'on entend partout là-bas. Exactement. C'est un terreau fertile. Dans ce climat, même le CICR, l'UNICEF, ils perdent cette aura de neutralité qu'ils avaient. Et les conséquences, elles vont au-delà du Sahel, j'imagine, pour l'Afrique en général. Ah bah oui. L'impact économique, il est direct. Prenez la mer Rouge. Les attaques des Houthis, c'est clairement lié au soutien iranien dans ce contexte de conflit. Oui, ça perturbe tout le commerce. Voilà. Le diplomate ISS Africa, il le montre bien. Les routes maritimes sont plus longues, les assurances plus chères. Et surtout, le prix du pétrole. Le Brent qui monte. Début juillet, on était vers 77 $. Et ça pour les pays africains qui importent leur pétrole, comme Madagascar par exemple. C'est terrible. Inflation directe, pression sur les ménages. Et ça met en lumière ce paradoxe africain qu'Open Edition analyse bien. C'est un continent bourré de ressources énergétiques. Pétrole, gaz, uranium. Ouais. Mais l'accès à l'énergie moderne pour les populations locales reste très faible. Il y a une déconnexion. Il y a une tension, oui, entre sécuriser les ressources pour l'exportation, pour les marchés mondiaux, et les besoins énergétiques locaux. Et la crise actuelle, elle vient exacerber cette concurrence. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier l'arme de l'info, ou de la désinfo plutôt. Absolument crucial. Radware, Insecurity Insight, ils insistent là-dessus. Fausses nouvelles, deepfakes, les armées de bots. C'est utilisé massivement pour manipuler les opinions, que ce soit pour faire peur en Israël, discréditer les ONG au Sahel. Ou orienter l'opinion publique mondiale. C'est une composante à part entière de ces guerres hybrides, interconnectées. C'est clair. Et ça nous amène peut-être à une question pour finir.
Dans ce monde où tout est tellement connecté, où une crise à un endroit a des effets mesurables à des milliers de kilomètres, et où l'info et la désinfo circulent à toute vitesse, comment est-ce que cette prise de conscience de ces effets dominos, parfois très lointains, comment ça change notre façon de voir les problèmes locaux et finalement la stabilité du monde? C'est une excellente question pour réfléchir, en effet. Ça ouvre pas mal de perspectives.